Alors, comme vous le savez tous, l'e-commerce a explosé juste avant et pendant la phase du confinement. Comparant les chiffres hebdomadaires de transactions en ligne du pré-confinement avec le post-confinement, on voit qu'il y a en moyenne 25% de plus de transactions en ligne toutes les semaines aujourd'hui, dans tous les canaux digitaux confondus. Si on regarde en détail le taux d'évolution hebdomadaire du nombre de transactions en ligne en France, on peut voir que le boom a commencé après un mauvais mois de février et début mars, euh, juste après le fameux discours d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, restez chez vous. Les ventes ont gonflé pendant le confinement et continuent à se développer en force après un bref ralentissement post-déconfinement. Regardons plus en détail ici à droite quelques secteurs. Prenons comme exemple le secteur de la grande distribution, la mode et la beauté. On peut constater que le boom n'a pas été le même pour tous. Mais en règle générale, la part du CA en ligne a augmenté sensiblement. Ça, c'est clair. La question est, est-ce que cette tendance va durer d'ici fin d'année? Selon les cabinets de consultants McKinsey et Bain & Co, d'ici 12 mois, on estime que la part du CA digital sera beaucoup plus importante que prévu, et cela dans tous les secteurs. Alors, si vous regardez à gauche dans le cadre blanc, si aujourd'hui dans la mode, la part du CA digital représente au maximum à 20%, les experts estiment que fin 2020, ça pourrait représenter 40%. Alors, ce ne sera pas dû uniquement, bien évidemment, aux ventes en ligne, mais c'est aussi l'effet de moins de ventes dans les magasins physiques, sur tout ça. Mais ça montre que le canal digital est clé pour au moins compenser en partie les pertes des ventes physiques. De même, on a les mêmes pronostics pour le secteur de beauté et une augmentation sensible pour l'alimentaire. Et les intentions consommateurs soutiennent ces hypothèses. Par exemple, si on zoome dans le secteur alimentaire, ici, dans le cadre ici à droite, dans une étude publiée par McKinsey qui avait interviewé 1000 consommateurs français en avril, on note que plus de la moitié des répondants avaient essayé les canaux digitaux pour la première fois. Donc ici, on a 3 canaux, livraison de produits alimentaires à domicile, livraison repas à domicile, click and collect. Et une autre moitié des répondants avaient confirmé leur intention d'utiliser ces canaux davantage post-Covid. Alors, comment réagir à tout cela et comment capter ces nouvelles habitudes? Nous pouvons tirer des leçons de la dernière crise en 2009 qui a démontré que le nerf de la guerre est l'expérience client. Les experts chez McKinsey démontrent que les entreprises leaders en expérience client, donc ça c'est cette ligne foncée ici, pendant la crise de 2009, ont été beaucoup plus résilients à ces effets et en sont sortis plus forts qu'avant. On ne peut pas dire la même chose pour le reste, donc c'est cette ligne moins foncée ici. Donc on peut voir, il y a quand même une baisse de la performance financière des entreprises leaders en expérience client, mais elle n'était pas aussi profonde et surtout, ils sont sortis en force juste après. Du coup, alors, pour profiter pleinement de l'essor des canaux digitaux et pour compenser au moins en partie les pertes liées au confinement, il faudrait investir non seulement dans l'infrastructure de l'e-commerce, mais assurer également que l'expérience client soit impeccable dans ces canaux. Quels sont alors les challenges pour assurer une bonne expérience client en ligne? Concrètement, avoir une bonne expérience en ligne repose pas uniquement, mais surtout sur 2 piliers. D'un côté, il faut bien gérer la supply chain, c'est-à-dire les niveaux de stock, la disponibilité des produits, la scalabilité de la plateforme de livraison. Et aussi, d'un autre côté, l'offre en ligne. Avoir le bon assortiment avec les prix qui conviennent à un parcours utilisateur qui donne envie d'acheter. Alors, pour les pure players, c'est peut-être des challenges qu'ils surmontent tous les jours, mais pour des retailers qui ont une forte culture du commerce physique, c'est peut-être un peu moins évident. Et une des possibilités pour arriver à surmonter ces challenges est de se servir de services avancés d'analytique, surtout de prédictions rendues possibles par le machine learning. D'ailleurs, c'est ce que recommandent les experts en expérience client chez McKinsey, qui constatent
Ici, j'ai des versions courtes de leurs citations. Les citations complètes sont Customer Experience Practice chez McKinsey dit que le moment est venu pour faire des investissements dans la data et les technologies pour assurer une expérience client exceptionnelle dans un contexte aussi dynamique. Ces investissements doivent permettre d'anticiper et prédire les besoins clients. Ou encore chez Publicis, on recommande le suivant. Généralement, des outils de demand planning basés sur le machine learning devraient être exploités par les portails e-commerce pour agréger les données internes et externes, telles que la météo et la saisonnalité dans le comportement d'achat. Ainsi, les retailers pourront s'équiper de modèles de prédiction plus robustes et mieux se préparer pour la reprise de la demande suivant le déconfinement. Alors, le mot-clé, c'est prédiction. Et aujourd'hui, les technologies permettent de prédire le comportement consommateur avec une précision sans précédent. Et il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. Maintenant, je vais passer la parole à Rupert, qui montrera des exemples concrets d'utilisation de machine learning pour maintenir une bonne expérience client en ligne. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette introduction sur la partie théorie. On va passer à la partie pratique. Donc, on a vu qu'effectivement, l'expérience client se définit en partie à travers la disponibilité des produits. Donc, c'est évidemment pas la totalité de l'expérience qui est beaucoup plus large, évidemment, et qui n'est pas d'ailleurs maîtrisable sur tous les sujets. Donc, nous, on va aujourd'hui regarder un cas. On a essayé d'améliorer cette expérience, en l'occurrence pour des clients qui se trouvent dans le drive. Vous connaissez tous cet adage, le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne quantité. Donc, c'est exactement ce sujet-là qu'on essaie de régler chez Vertigo à travers le machine learning et qu'on a essayé de regarder sur ce cas précis. Donc, c'est un client qui nous a approché pour s'équiper de nos solutions pour essayer d'optimiser l'assortiment et les quantités de produits présents dans l'assortiment sur 60 points de vente Drive. Le cas que vous allez voir concerne à peu près 27 millions de lignes de data avec de ventes, avec environ 2 millions de tickets de caisse, 250 000 clients, 242 000 références articles différents pour 110 millions de ventes produits différents et un ticket moyen de 63 €. Juste pour que vous ayez quelques chiffres en tête sur le type de cas qu'on vous présente aujourd'hui. Les deux questions principales qu'on s'est posées, c'est quels sont les articles à choisir dans l'assortiment? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à disposition comme produit dans notre drive en tenant compte évidemment de toutes les contraintes qui se posent et qu'on verra tout à l'heure. Et deuxièmement, quelle quantité mettre en stock pour chacun de ces articles. Dans cette présentation, on va insister principalement sur ce premier point parce que pour ceux qui ont assisté à notre précédent webinaire qui était dédié plus spécifiquement à la prévision des quantités, on a déjà bien creusé le second point, mais évidemment les deux sont tout aussi importants. Alors, quels articles choisir pour l'assortiment? Chez Vertigo, nous avons un concept qu'on appelait le Sales Genome qui décrit en fait la manière dont fonctionne, la manière unique dont fonctionne un point de vente, par exemple. Donc, on va dire ce fonctionnement et cette empreinte unique va être caractérisé par qui vient dans le point de vente, donc qui est mon client, quoi, qu'est-ce qu'il achète, combien, quelles sont les quantités qu'il achète, pourquoi il achète, quelles sont les motivations d'achat précises de ses clients, quand est-ce qu'il achète et depuis quand, donc quelle est la durée de vie au fait, de mon client et à quel moment il se rend dans mon point de vente, combien de fois il achète, quelle est la fréquence, comment il achète, quel est le canal finalement, physique, drive, web, etc. Et à la place de qui. Donc, pourquoi, quelque part, le client vient chez moi à la place d'un concurrent potentiel qui pourrait se trouver comme alternative. Donc, toutes ces dimensions, il y en a d'autres qui sont aussi importantes, mais qui sont plus fines, caractérisent le fonctionnement du point de vente et créent vraiment que chaque point de vente devient quelque part, et chaque canal d'ailleurs, devient quelque part unique et peut être défini à travers des datasets qui sont très riches
qui peuvent être exploités difficilement par l'œil humain, mais de manière assez efficace par des machines, par des ordinateurs. Donc, pour répondre à cette première question sur l'assortiment, nous avons procédé par 3 étapes. Nous avons essayé de comprendre les paniers types qui sont en vente dans chacun de ces différents points de vente, dans l'ensemble des magasins de notre client. On a qualifié le comportement client à travers ces paniers types et on a ensuite sélectionné l'assortiment qui correspond le mieux à chacun, à chaque génome finalement de chaque point de vente. Donc la première étape, c'est la compréhension des paniers types et la classification, grâce à ça, des tickets de caisse. Un ticket de caisse contient énormément d'informations, évidemment, vous connaissez tout ça, même sans être dans le retail. Il y a le contenu du panier d'achat, donc quel article on a acheté, quelle famille d'articles, quels sont les fournisseurs de ces articles, quelles sont les marques de ces articles, est-ce que c'est des marques distributeurs ou pas. On a des informations sur la date de l'achat, le jour de la semaine, le mois de l'année, est-ce qu'on se trouve dans des périodes spéciales, est-ce qu'on se retrouve dans une campagne de promotion. On va trouver des informations sur les quantités, évidemment, sur les quantités achetées, mais aussi sur les quantités retournées de certains articles. On peut avoir des informations sur le nombre distinct d'articles, qui sont évidemment importants, et ensuite des informations sur les montants, donc les montants dépensés au total, et sur les prix unitaires de chaque article. On les prend, on les injecte dans nos solutions, et on arrive, par une méthode techniquement on appelle le clustering, on arrive à les regrouper et créer des patterns types pour pour les différents tickets de caisse. Et on a identifié 30 paniers, en l'occurrence on aurait pu en faire 40 ou 50, et d'ailleurs il y a différentes approches qui peuvent être menées en parallèle pour regrouper différemment. 30 paniers types qui caractérisent la motivation d'achat du client. Donc, ici, on en a pris 4 sur les 30. Vous voyez à gauche, donc c'est pas lisible, mais c'est pas très important, les différentes familles d'achats qui ont été achetées dans le panier type. Donc, en haut à gauche, vous voyez un panier qui est avec un nombre de familles très, très différents et un nombre d'articles très différents par famille. Donc, c'est un panier de type emplette avec d'ailleurs un ticket moyen sur ce panier qui est assez important, donc de 200 € presque, et avec un nombre de tickets qui est également, qui est de 17 000, donc ça représente à peu près 1% des tickets qu'on avait dans 1% sur ces 2 millions de tickets. Le panier 2, c'est une motivation d'achat où le client se rend en magasin pour acheter de la confiserie et de la pâtisserie. On voit ici confiserie, biscuits, boissons sans alcool, donc il y a évidemment d'autres achats qui se font en même temps. On est avec un ticket moyen de 70 € et c'est à peu près 4% des achats. Ensuite, on a un panier de clients qui viennent pour de la cosmétique et des produits d'entretien de maison, ou un autre panier qui est assez marquant, qui est un panier de clients qui viennent pour acheter des boissons sans alcool, qui est en grande quantité et qui parallèlement évidemment font d'autres achats. Donc, on a tous ces différents paniers et on devient capable par la suite de classifier chacun des tickets de caisse historiques, mais aussi les nouveaux tickets de caisse qui arrivent dans ces différents paniers. Et on comprend, par conséquent, pour chaque ticket de caisse, la motivation d'achat. Donc, c'est utile, évidemment, dans cette logique d'analyse de l'assortiment, recommandation de l'assortiment pour chaque point de vente, mais ça peut aussi être utile pour des raisons de merchandising ou de fidélisation de clients. Quand on connaît mieux le comportement d'achat et la motivation d'achat d'un client dans un point de vente, on peut communiquer avec lui en temps réel, par exemple, en lui soumettant des offres précises pour compléter son panier ou tout autre type de communication qui pourrait être intéressant en fonction, qui sont liés au comportement ou la motivation d'achat. On arrive à la deuxième étape, donc une fois qu'on connaît les paniers types, qui est la qualification du comportement client. Donc l'idée ici, c'est de dire pour chacun des tickets de caisse, je connais le panier et je connais évidemment, grâce à mon mon programme de fidélisation, l'historique d'achat de mes clients, et je peux donc savoir historiquement quelle était toute la trace de motivation d'achat de mon client dans mes points de vente. À ça, on va ajouter le nombre de visites des clients, donc le nombre de fois j'ai finalement généré un panier, la diversité
des clients, donc la diversité des paniers, donc combien de paniers différents le client a acheté dans le passé, et les dépenses totales pour les différents tickets. Et grâce à l'ensemble de toutes ces informations, on va refaire l'exercice qu'on a déjà fait sur le panier, donc ce clustering, pour créer des segments de clients en fonction de leur comportement d'achat. Et pour chacun de ces clients, chacun de ces segments, on va trouver un spend mensuel, des dépenses mensuelles, un nombre de visites mensuelles, le nombre de clients qui appartiennent à ce segment et évidemment une dépense moyenne par visite pour ces différents segments. Après, on peut placer ces clients cartographier ces clients, donc placer ces différents segments selon les différents axes, et on voit, en dehors des bénéfices qu'apporte évidemment l'assortiment sur lequel on est en train de travailler, on trouve aussi d'autres points intéressants qui peuvent avoir un intérêt en soi, qui sont par exemple l'identification d'une catégorie client qui a un spend par visite, une dépense par visite très élevée. Comme ici, c'est des clients qui dépensent en moyenne 140 € par visite, donc qui peuvent être évidemment une bonne cible pour les ramener plus souvent dans le point de vente, pour augmenter le chiffre d'affaires. Et comme tout à l'heure, on a pour chacun des clients des informations précises sur le segment. Donc ici, on voit à gauche les 30 paniers, les 30 motivations d'achat des clients. Et on voit en fonction des différents segments quelles sont leurs principales motivations d'achat. Donc ici, on a des clients qui viennent pour des courses de petite taille, qui achètent deuxièmement juste le pain, donc c'est une motivation d'achat, et des produits frais, et ainsi de suite. Et on voit que ce segment 1, par exemple, achète 78 € par mois et bien 4 fois par mois. Alors que c'est le segment 4 qui est beaucoup plus important, qui achète pour le même nombre de visites 621 € par mois. Et grâce à cette information, on prend l'ensemble de la liste des 250 000 clients et on est capable de les classer dans un de ces 10 segments. Donc maintenant, on a vu qu'on arrive à identifier les motivations d'achat type. On arrive à créer des segments de clients uniquement par leur comportement d'achat. Et grâce à ça, on va être capable de sélectionner l'assortiment optimal basé sur le comportement d'achat pour chacun des points de vente. Parce qu'on va connaître évidemment les clients des points de vente. Donc on sait quel client vient grâce au programme de fidélité dans quel point de vente. Et on connaît les motivations d'achat de ces clients. Donc l'algorithme qu'on va utiliser, il va essayer pour chacun des points de vente, choisir les produits qui sont achetés par les clients qui se rendent dans ce point de vente. Donc on s'est imposé un certain nombre de contraintes qui sont notamment le respect du nombre d'articles, à peu près 4000 références par drive. On voulait être exhaustif sur la couverture du panier. Donc pour un panier donné, il fallait qu'au moins un article de chaque famille soit présent avant de proposer le panier suivant. Donc ça, c'est évidemment intéressant dans une logique de complétude du panier, donc ça crée c'est un vecteur important d'insatisfaction du client. S'il vient quelque chose, s'il vient pour une motivation particulière dans un point de vente, mais il ne trouve que 70% du panier pour lequel il vient. On a ensuite choisi en priorité les articles qui génèrent le plus de ventes. On propose un modèle qui est déclinable localement dans le sens où chaque point de vente va avoir son propre assortiment adapté à sa clientèle, et ensuite prioriser en fonction du choix des clients d'un certain type de magasin, avec un modèle généraliste, en mettant tous les paniers au même rang, sans avoir aucun a priori sur les différents paniers. Grâce à cet algorithme que j'ai expliqué évidemment pas en détail ici, on est capable ensuite d'identifier pour les 44 000 clients Drive et 311 000 tickets, une liste d'assortiment pour chacun des points de vente. Donc c'est une boucle qui tourne et qui choisit progressivement pour chacun des points de vente en fonction de la clientèle et le comportement d'achat des clients les bons produits. Et à la fin, on se retrouve évidemment avec cette liste qui donne les références articles pour chacun des différents drives. La deuxième question qu'on se pose ensuite,
c'est quelle est la quantité à mettre en stock pour chacun de ces articles, pour faire en sorte que non seulement on trouve les produits qui correspondent aux besoins des clients localement, mais aussi dans les bonnes quantités. Et donc là, comme je l'ai dit au début, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on a déjà abordé ce sujet précédemment, mais avec plaisir évidemment pour échanger sur ça. On a des algorithmes de prévision machine learning qui permettent de prévoir précisément les quantités et qui se basent sur les facteurs suivants qui sont évidemment la saisonnalité, donc le jour de la semaine, le jour du mois, est-ce qu'on est dans les vacances scolaires, les soldes, des événements particuliers. On va avoir des informations sur le produit, la catégorie de produit, la marque, le packaging. On va avoir des informations sur le prix avec le prix de vente, les différentes réductions qui sont appliquées sur le prix de vente, l'évolution du est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a passé, le mécanisme promotionnel qui a été appliqué. On va avoir des informations, on va prendre en compte des informations sur la force de vente qui est présente dans le point de vente, donc quelle est sa rémunération, sa qualification, le nombre de la force de vente présente, donc, qui est évidemment aussi très important. On va avoir des informations sur le point de vente avec sa localisation, sa taille, l'assortiment dont on a parlé, les événements locaux, la concurrence avec sa nature, la densité, l'overlapping avec l'offre, avec ma propre offre, les canaux, le type de canal, est-ce qu'on est sur un point de vente physique ou un point de vente de type web ou drive ou livraison. On va avoir des informations sur la promotion, donc quel a été le budget publicitaire qui a été appliqué aux différents articles, la mise en avant en merchandising ou à travers les réseaux sociaux, les catalogues, et après des facteurs externes comme la météo ou le facteur économique qui ont évidemment un impact important. Depuis le Covid, on a d'autres facteurs dont on tient compte dans la prévision de vente, qui sont des facteurs de déconfinement régional, par exemple, ou la circulation du virus. Est-ce que les cantines et les écoles ont ouvert? Donc ça, c'est à court terme, évidemment, des facteurs qui peuvent fortement faire fluctuer les ventes et dont il faut tenir compte. Donc on intègre tous ces facteurs dans notre solution logicielle qui s'appelle Vertigo Brain, qui va ensuite mouliner tout ça, établir des modèles très, très fins, fin dans le sens que ce sont des modèles qui font des prévisions par point de vente et par article, donc par SKU. Et on va obtenir ensuite des petites prévisions assez précises. Pour finir, les résultats de cette étude et de l'implémentation, donc ce logiciel qui est désormais en production, on a eu une augmentation considérable de l'efficacité des ventes et une meilleure maîtrise des coûts. Donc on parle de réduction de 22% des ruptures de stock grâce à un meilleur assortiment et une meilleure maîtrise des quantités, et une réduction de 18% des excédents de stock. Ça entraîne évidemment une réduction des coûts d'inventaire, une augmentation de la productivité des équipes par le fait que désormais tout ce travail de choix de l'assortiment qui évolue et grâce à cette logicialisation on peut évoluer beaucoup plus fréquemment et de manière beaucoup plus réactive. Et on a une réduction des coûts de transport parce qu'on transporte moins d'articles, vu qu'on on colle de manière plus proche à la demande réelle, et on a une réduction des marchandises gaspillées, évidemment, pour les produits frais.